Nora Mebarek, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Nora Mebarek, le 22 juillet 1972, c'est une date importante. C'était le jour de votre naissance. Oui. Votre maman est partie vous mettre au monde dans un hôpital quelque part dans le sud de la France. Elle retourne malheureusement seule à la maison. Vous êtes confiée à une famille. Oui, tout à fait. Et la suite? Et la suite, eh bien, c'est alors un petit village dans le sud de la France, donc avec une petite clinique. Et ma mère, effectivement, qui a eu une maladie de cœur à l'époque qui est très grave, doit être hospitalisée en urgence à l'hôpital Nord de Marseille. Et donc, je suis confiée au médecin qui a fait généraliste, qui suit la famille. Et qui donc décide de me garder pendant le temps de l'hospitalisation de ma mère, puisque je sortais, voilà, j'avais 20 jours en sortant de la maternité. À cette époque-là, c'était encore 20 jours. Et je suis confiée à cette famille, donc lui, médecin généraliste du village, très apprécié, très passionné, un médecin de campagne qui est toujours présent auprès de ses patients au point d'en récupérer et d'en recueillir un bébé. Et puis sa femme, qui elle est plutôt citadine, qui arrive de l'île de la Réunion, mais précédemment qui est Rifaine, puisqu'elle est la dernière fille du roi du Rif de l'époque, Abdelkrim, et qui donc s'est mariée et avait des enfants, grands-enfants, et donc ils choisissent de me recueillir pour quelques jours, pour quelques temps. Et ce temps-là a duré 16 ans. Donc voilà, c'est une famille de cœur, d'adoption et une générosité sans nom quand on a cette chance d'être recueilli par une famille aussi diverse et puis surtout avec une histoire aussi riche. Donc vous avez été élevée par une deuxième maman qui Oui. était la fille du grand résistant Oui. marocain Abdelkrim El-Khattabi. Tout à fait. Et le mari donc la De fille mon- qui était médecin généraliste Tout à fait. français. Tout à fait. Mhm. Elle est la dernière fille, alors pas très officielle puisqu'elle est issue du dernier mariage qui était un mariage avec une catholique, c'était son infirmière pour Abdelkrim, qui donc il s'est marié, c'est la 7e femme du giron, et donc elle est la dernière fille, la dernière enfant. Et elle a très peu connu son père, puisque très rapidement, il a été donc décidé, en conformité avec les accords entre le Maroc et la France, que le roi du Rif devait être expulsé. Et donc, il a mis toute sa famille et sa cour, ses fils, ses filles et ses femmes dans un bateau. Et donc, ce bateau allait vers l'île de la Réunion, puisque à l'époque, l'île de la Réunion était sous gouvernorat français. Et donc, il devait être exilé là-bas. Et en cours de route, il s'est arrêté, le bateau s'est arrêté en Égypte, et le roi d'Égypte de l'époque a protégé et a gardé Abdelkrim, et la famille est arrivée donc sans Abdelkrim à La Réunion et a été exilée sans le chef de famille pendant quelques années, jusqu'au temps où après les négociations ont repris entre la France, l'Égypte et Abdelkrim pour qu'il puisse être protégé finalement par le roi d'Égypte de l'époque. Donc elle a grandi, elle, avec cette figure paternelle non existante dans une colonie française de l'époque, donc qui était l'île de la Réunion, sous gouvernorat. Et elle a été plutôt élevée un peu très libre dans une famille finalement de mère, puisque il y avait sa maman qui était seule, puis, et sa grand-mère, donc une famille qui était très gérée par les femmes. Et elle a été comme ça guidée et accompagnée par ces deux femmes emblématiques qui sont, une fois arrivée à l'île de la Réunion, elle s'est mariée très jeune, à l'âge de 16 ans, avec un Réunionnais, un planteur de canne à sucre assez aisé, et qui est mort très rapidement d'un accident de voiture. Et elle s'est retrouvée à la tête d'une fortune assez conséquente. Donc elle a décidé, pour s'émanciper de la famille et des frères qui étaient très présents dans son organisation de vie, d'aller à Madagascar, qui était juste à côté, qui est juste à côté de l'île de la Réunion, mais qui était encore aussi française. Et à Madagascar, elle a ouvert le premier club des expatriés français. Et voilà, donc c'est une femme d'affaires très jeune. Et puis, est-ce qu'on peut dire son prénom à la dernière fille? Fouzia. Fouzia. Oui. Donc Fouzia était de père marocain, Oui. en l'occurrence, Et de mère pas n'importe andalouse. qui, Abdelkrim El-Khattabi, et sa de mère était andalouse, française. oui. Non, espagnole, andalouse.
andalouse, catholique et infirmière, donc de métier. Et ensuite, arrivé à Madagascar, parallèlement, donc mon père, mon deuxième papa, que j'appelle moi mon papy, puisqu'en fait, je savais déjà à l'époque que j'avais mes parents qui étaient juste tout près de là où j'ai été élevée. Eh bien, lui est issu d'une famille chiite pakistanaise qui a trouvé immigration à Madagascar puisqu'ils étaient boulangers. Et puis, lui, il avait une obsession dans la vie, c'était d'être médecin. Et donc, au point où l'obsession est devenue presque collective au sein du village à Majinga, puisque tout le monde a participé, et notamment le directeur du lycée français, à son émancipation. Et une fois qu'il a compris qu'il ne pouvait pas passer, une fois que le bac a été passé de manière, j'allais dire, bienveillante par le lycée français, le lycée français lui a dit « Tu ne peux pas passer tes études, tu ne peux pas partir en France, puisque finalement tu es malgache, et donc tu ne peux pas partir en France, et tu ne peux pas aller faire tes études de médecine, ce qui a été un vrai drame. Et donc, à l'époque, c'était il y a bien longtemps, des arrangements étaient possibles, et donc à la fois le prêtre et à la fois l'imam se sont entendus pour aller voir cette femme qui était finalement ma mère adoptive et qui, elle, était seule, veuve, pour lui proposer de chapeauter et d'accompagner aux études ce jeune garçon ambitieux qui souhaitait être médecin et que lui donner à elle un statut de femme, du coup, entre guillemets, respectable, ou en tout cas protégée par un mari. Et c'est comme ça qu'ils ont compagnonné ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Et ils sont arrivés à Marseille pour les études de mon père adoptif, où il est sorti major de sa promo de médecin. Et ils se sont retrouvés ensuite dans les Bouches-du-Rhône, dans un petit village qui s'appelle Port-Saint-Louis-du-Rhône, où il a commencé à ouvrir son premier cabinet médical. Ce village était un désert médical. C'était plus facile à l'époque pour quelqu'un qui était issu d'une culture différente. Il était évidemment très basané, puisqu'il est pakistanais. Donc voilà, il s'appelait Firoz Ali. Alors lui était le médecin, votre père adoptif, voilà. était en l'occurrence pakistanais d'origine, musulman chiite. Oui. Son épouse Faouzia, catholique à l'origine, oui, mais qui va se convertir au judaïsme. Tout à fait. Non, c'est sa fille qui se convertit au judaïsme. Elle a donc 2 enfants du premier mariage et qui, elle, qui habite d'ailleurs, qui est toujours à Marseille, et elle se convertit au judaïsme parce qu'elle tombe amoureuse d'un juif dans une famille pratiquante, et elle met donc 10 ans à se convertir au judaïsme. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs adoptifs, on va dire, en tout cas ses enfants, sont tous bar mitzvah, voilà, ils sont tous dans un schéma de religion judaïque, enfin les codes de la religion juive, et ils sont tous à peu près pratiquants. D'accord. Donc on a une diversité, effectivement, de culture et de religion dans cette famille, à la fois cette famille adoptive et la mienne, hein, où moi, mes parents sont de première génération algérienne, arrivant d'Algérie, pratiquants, enfin qui étaient, puisqu'ils sont décédés tous les deux aussi, pratiquants. Mon père a été très jeune Hajj, comme on dit, puisqu'il est parti au pèlerinage de la Mecque, il avait 36-37 ans, c'était l'un des premiers du village. Donc voilà, il a géré le culte port-saint-louisien. Et puis à Port-Saint-Louis, il y a, et j'en remercie le maire de l'époque, Jean-Marc Charrier, une stèle posée sur la mosquée de Port-Saint-Louis-du-Rhône où il y a son nom. Alors vous allez justement rejoindre votre famille 16 ans. De sang. Oui. À 16 ans. Oui, pourquoi? Mes frères et sœurs. Parce que d'abord j'avais envie, même s'il n'y a jamais eu de coupure, j'avais envie dans ce moment d'adolescence où on se construit, bien d'abord d'être proche de mes frères et sœurs, parce que d'un côté j'étais fille unique avec mes grands-parents, mes frères et sœurs étaient à 500 mètres de chez moi, on avait évidemment, notamment avec mon frère, on a compagnonné sur les maternelles, écoles primaires, c'était un petit village, donc au collège, il n'y a qu'un seul collège, donc on était tous ensemble. Et puis aussi parce que l'envie de savoir d'où on vient, hein, tout simplement. Quand on vient comme ça d'un milieu, dans un village où le milieu est tellement divisé. Je viens d'une famille élevée dans une famille bourgeoise, très cultivée, qui a pignon sur rue, de notables de province. Et puis une famille d'origine avec un papa et une maman, un papa ouvrier, syndicaliste, avec une culture communiste pour le droit des ouvriers, très militant. Voilà, et des frères et sœurs qui sont aussi actifs. Et non, j'ai envie de connaître l'histoire, la
la vie et comment on vit en banlieue, finalement, et en cité d'habitat populaire. Alors, Nora Mebarek, vous êtes européenne, française, Oui. méditerranéenne. Oui. Vous l'aviez dit, de parents d'origine algérienne. Dans quelle mesure ces multiples identités ont forgé ce que vous êtes aujourd'hui? Députée européenne, en l'occurrence. Alors, je ne sais pas si ce n'était pas une ambition première que de devenir députée européenne, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est un regard, un recul sur tous ces débats identitaires propres, je veux dire, voilà, qui fait que ce dont je suis persuadée, c'est quand on a une multiplicité comme ça de diversité, de connaissances sur la diversité, quand on connaît l'autre, d'où il vient et son parcours, et finalement sa culture, elle ne peut qu'enrichir. Et moi, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, je suis tout aussi à l'aise. Il y a quelques heures, un ami faisait la bar mitzvah de son fils en ligne, puisque les mesures sanitaires n'étaient pas possibles. Et j'ai participé comme ça à ce processus de bar mitzvah du jeune Joseph, que je salue, que je félicite, Mazel Tov, aujourd'hui. Et en même temps, donc, il y a quelques jours, on faisait la fête du prophète, la naissance du prophète Mahomet dans ma famille d'origine. Et puis, dans quelques jours, il y a Noël. Et tout ça ne m'est absolument pas étranger. Et plus jeune étudiante, plus jeune, comment on vit la discrimination à l'école, plus tard au travail? Alors, à l'école, honnêtement, comme on est issu d'un village où il y a une diversité culturelle énorme entre les Grecs, les Portugais, les Maghrébins, je ne le percute pas. Je le percute très vite au moment des ratonnades, en 1981, la marche des beurs, où je ne comprenais pas ce que c'était que la marche pour l'égalité, parce qu'en fait, moi, je ne me sentais pas concernée dans l'inégalité. Voilà, territoriale, oui, parce que quand on est issu d'un village, c'est plus compliqué, me semble-t-il, en tout cas, à 14-15 ans, que de vivre en ville. Et je le percute avec, finalement, la montée de l'extrême droite en France, la montée dans une région qui, moi, j'arrive d'une région du Sud, où il y a une histoire particulière avec l'Algérie, et notamment avec, après l'indépendance algérienne, où on se retrouve dans une région, avec aujourd'hui des scores pharaoniques de l'extrême droite, de gens qui sont des nostalgiques de l'Algérie française, et qui sont dans tous les milieux, et notamment fonctionnaires, et particulièrement à l'époque à l'éducation nationale. Et c'est là que je percute avec une référence, celle d'un prof de français qui me fait sortir du cours de français en 5e, en me disant que ce que je dis n'est pas français et n'est pas à hauteur de la République française. Et là, moi qui ne m'étais jamais posé cette question de finalement d'où je viens, et parce que j'étais très bien à l'aise dans ce milieu métis et brassé, je comprends qu'il y a un combat, et ce combat-là, c'est celui de la connaissance de l'autre, et surtout apporter une fierté de ce qu'on est et l'expliquer. Qui ne vient que contribuer à la richesse de la République française. Alors, justement, en évoquant la République française, j'aimerais connaître votre position et celle de votre groupe ici au Parlement européen, en l'occurrence les socialistes et démocrates, par rapport à la guerre, entre guillemets, que le président français, M. Macron, compte mener contre ce qu'il a appelé le terrorisme islamiste en France. Alors, il a appelé ça le séparatisme. D'abord. Il y a un tournant sur les pays européens, et particulièrement avec la France, depuis les attentats. C'est une réalité. Depuis 2015 en France, aucun pays européen, en tout cas les grandes places européennes, n'ont pas été touchées par le terrorisme et l'acte terroriste. Et ça fait peur. C'était le cas, d'ailleurs, vous en faisiez référence avec mes origines algériennes, il y a 15 ans en Algérie, où on se souvient tous d'avoir eu, quand on a des liens, une famille inquiète, des collègues inquiets, des intellectuels, de la presse, des journalistes, des opposants politiques inquiets, parce que l'acte de terrorisme, il arrive pour terrifier. Ce que je pense, c'est que la France, dans l'Europe, a une place particulière parce qu'elle a cette loi sur la laïcité qui protège finalement chacun d'entre nous de ce qu'on croit ou de ce qu'on ne croit pas, mais en tout cas de ce qu'aujourd'hui on peut faire ensemble et qui fait République et qui fait nation. C'est un modèle à protéger. Moi, je ne suis pas pour le multiculturalisme, pour le modèle anglo-saxon. Je ne le suis pas parce que je crois fondamentalement pas que la République protège puisqu'elle ne divise. Et aujourd'hui, trouver des moyens de lutte contre le terrorisme, il passe d'abord et avant tout sur les conséquences, le pourquoi. Je rappelle quand même que l'ensemble des actes terroristes procurés en Europe et particulièrement en France sont d'abord des actes d'enfants français. C'est interrogeant.
de qu'est-ce qu'on a raté dans le parcours et l'identification de cette partie de radicalisation sur finalement une volonté de défier la République, la loi, les autres. Et que personne n'est épargné dans l'acte terroriste. Donc, ni parce qu'on serait musulman, ni parce qu'on ne le serait pas. C'est pas fait pour épargner qui que ce soit, c'est fait pour terroriser. En 2030, Madame Mebarek, en 2030, des études prévoient qu'en France, 2 Français sur 10 seront de confession musulmane. Est-ce qu'on peut être président de tous les Français si on fustige 10% des Français? On doit être président de tous les Français. En France, on a une forte communauté musulmane, de tradition musulmane. Déjà, il faut faire le teint entre ceux qu'on considère de tradition musulmane, de pratique musulmane, bon, bref, un ensemble qui est une communauté finalement de tradition. Qu'est-ce que propose? Il y a quand même des points positifs sur les propositions de la loi. Ce n'est pas parce que je suis socialiste et que je suis par définition opposé au en même temps et aux choses molles que propose Emmanuel Macron. Dans l'occurrence, la formation des imams, le contrôle du financement des mosquées par les pays étrangers est une bonne chose. Parce que nous sommes, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un pays qui a la loi de la laïcité, qui doit faire en sorte que la République et le pacte républicain soient appliqués avant le pacte religieux. Pour autant, évidemment que d'abord, elle va passer aussi par raconter une récit d'une communauté de destin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma mère, quand elle arrive d'Algérie en 1969 et qu'elle est voilée, avec son voile, son fichu, elle n'est pas d'origine afghane pour avoir une burqa, elle est algérienne. Et donc, elle a son fichu. Ça ne choque personne. Aujourd'hui, c'est une agression. Donc, ça raconte quelque chose sur la régression de notre capacité à faire commun en République française. C'est ça. Et ce qu'on attend d'un président de la République, c'est de donner des perspectives pour faire commun. Pas pour diviser, pour faire commun. Et j'en finirai par là, la foi, et particulièrement la foi musulmane, est quelque chose entre soi et le spirituel. Et la grande puissance qui est Dieu. Elle n'est pas organisée comme elle peut être organisée dans d'autres religions. Ce n'est pas pour rien dans ce dogme. Il y a soi face à. Mais pour autant, elle n'est jamais désorganisée face à la République. La loi de la République s'applique et elle est compatible avec sa foi. Qu'elle soit, ou sa non-foi d'ailleurs, mais en l'occurrence, puisqu'on parle de l'islam, avec la foi. Et c'est ça qu'il faut retravailler avec le peuple français pour qu'il n'y ait pas un amalgame entre le terrorisme et l'islam. Le temps passe très vite, hein, Madame Mebarek, et j'ai envie de parcourir un certain nombre d'actualités avec vous. C'est important. L'Union européenne dit être solidaire avec M. Macron par rapport à sa lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'elle est aussi solidaire avec lui par rapport à ses positions vis-à-vis des droits de l'homme des pays de l'Afrique du Nord, les pays du sud de la Méditerranée? Bon, l'Union européenne, c'est vaste. Donc, si vous me parlez du Parlement européen et moins du Conseil, puisque des chefs d'État, le Parlement européen se doit de rappeler toujours que les droits de l'homme sont importants, quel que soit d'ailleurs le pays, que ce soit au Maghreb ou que ce soit en France. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, la délégation française des députés européens ont tiré le signal d'alarme sur le mécanisme d'état de droit en disant que la France était tout autant tributaire des mécanismes d'état de droit et du respect de l'état de droit, avec notamment cette politique un peu d'exception depuis les attentats de 2015 et qui se prolonge aujourd'hui avec la condition sanitaire. Donc personne n'est à l'abri de l'état de droit et du mécanisme d'état de droit. Elle n'est pas fait. On va prendre un exemple concret. Allez-y. L'Égypte. Oui. Le Parlement européen a plus d'une fois dénoncé très énergiquement le non-respect des droits de l'homme en Égypte. Et de l'autre côté, la France déroule le tapis rouge et offre une médaille au président Al-Sisi. Eh bien, c'est condamnable. Il n'aurait pas dû le faire. Et en même temps, c'est le en même temps d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc moi, je suis une opposante politique nationale. Je suis convaincue qu'on peut tout à fait avoir des accords
commerciaux avec chaque pays, sans pour autant se renier sur la partie des droits de l'homme. C'est pas le sujet. Est-ce que le Parlement européen peut serrer les vis à M. Macron, à la France, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça a été fait, je le rappelle. Énormément de résolutions, mais ça reste quand même une politique d'État membre. Enfin, c'est un État face à un État. Le parlementaire européen ne peut qu'attirer le signal d'alarme, ne peut que... Il a avancé sur le mécanisme d'état de droit, il a mis la pression. Je veux dire, ce qu'on vote là, il y a 2 jours, sur le respect de l'état de droit, mais en même temps, ça reste une politique entre la France et l'Égypte, sur lequel le Parlement européen, et particulièrement les parlementaires, ne peuvent que être, et je crois que c'est assez commun, enfin assez large d'ailleurs, comme position, regretter qu'on puisse à la fois donner une médaille à un dictateur et taper sur et dénoncer les non-conditions des droits de l'homme. Mmh. Vous comprenez que l'élite égyptienne, que les activistes, les militants des droits de l'homme égyptiens soient choqués par le double standard de l'Union européenne, de la France. Mais comme je ne suis pas porte-parole d'Emmanuel Macron, ça ne vous aura pas échappé. Je suis plutôt opposante, donc je ne peux que... allez-y alors. Je ne peux... Non, vous êtes plus à l'aise. Allez-y. Je vais... Vous imaginez, vous me parlez du terrorisme pour après aller me parler de la Convention sur l'Égypte. Il y a de la prudence à avoir sur les choses. Je crois que les choses ne se traitent pas au même niveau. Effectivement, sur ce cadre-là et dans ce cadre-là, Emmanuel Macron n'aurait pas dû. Mais en même temps, une fois qu'on l'a dit, qu'on l'a dénoncé, je vous rassure, les opposants et les associations de droits de l'homme en France se sont beaucoup opposés et ont dénoncé. Pour autant, c'est Emmanuel Macron et c'est la politique du en même temps. Donc je pense que les Français savent maintenant, au bout de 4 ans, que le en même temps, ce n'est pas forcément toujours très clair et clairvoyant. Vous le savez, l'Union européenne est liée avec les pays du sud de la Méditerranée par des accords d'association. Oui. Vous ne pensez pas qu'il faut les remettre en cause comme... c'est demandé déjà par un certain nombre de pays, notamment l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Ils veulent réévaluer ces accords qu'ils trouvent très déséquilibrés. Complètement, et surtout à l'orée de ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire à la fois la crise sanitaire et le modèle économique qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on a quand même juste le défi climatique qui nous attend, et particulièrement avec les pays du Sud. Vous parlez à quelqu'un qui est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Bouches-du-Rhône. Donc je veux dire, moi, les pays du Sud me sont moins étrangers dans ma logique de communauté de destin, de voyage, de diversité culturelle, que me peut mettre étranger d'autres pays qui sont en Europe, mais beaucoup plus éloignés parce qu'ils sont dans le Nord. À Marseille, quand on est à Marseille, on est à Alger, enfin la moitié de la famille est à Marseille. Enfin, donc évidemment que d'abord les pays du Sud doivent peser à cette réorientation. Mais pour autant, pardon, mais le modèle de l'Union européenne ne doit pas être le modèle à suivre. Le modèle de la mondialisation, ça doit se faire avec eux, entre eux et pour eux. Enfin, je veux dire, de manière trouver des équilibres qui fait que ce ne soit pas le modèle européen qui s'applique aux accords d'association pour les pays tiers. Ce n'est plus vrai. Vous ne craignez pas que ces pays tiers, en l'occurrence ceux de la Méditerranée du Sud, tournent le dos à l'Europe? Non, parce que culturellement, jamais. Culturellement, jamais. Les peuples ne tournent pas le dos à l'Europe, ils se sentent profondément proches. Et notamment, je vous l'ai dit, entre la France et le Maghreb. Excusez-moi, mais c'est une évidence. Économiquement, oui, c'est déjà fait. Quand en Algérie, le métro algérien est un marché chinois. L'Algérie a plutôt des accords avec la Russie qu'avec l'Europe. Donc, aujourd'hui, posons sur la table des défis communs, qui sont la communauté de destin, les échanges culturels, des décentralisations régionales pour travailler ensemble sur des bassins de vie qui sont communs. Vous pensez que le culturel et le sentimental va primer sur les intérêts économiques? Non, je pense que c'est le peuple qui va primer et les besoins du peuple. Et c'est le social, et c'est faire en sorte que chacun trouve sa place en étant respectueux et surtout pas en étant, donneur de leçons. L'Europe ne peut pas être donneur de leçons. Est-ce que, Madame Mebarek, vous n'avez pas vocation de dire ici, au Parlement européen, écoutez, essayez d'avoir un autre regard par rapport à ces partenaires que celui qui existe depuis toujours? C'est ce que je dis, et c'est ce que je dis quand je m'abstiens sur le budget hier.
Parce que le programme voisinage, il y a 0 €. C'est pourquoi le programme voisinage. Donc, à partir du moment où on met très peu de moyens dans le programme voisinage, dont d'ailleurs le commissaire européen hier a dit lui-même, a constaté qu'effectivement, que ce n'était pas à la hauteur des enjeux, notamment avec les pays du Sud, de la Méditerranée, ben oui, je m'abstiens et puis je retravaille à faire en sorte que demain, on ait des accords commerciaux qui soient des accords d'abord équilibrés, qui soient des accords respectueux. Je vous rappelle que le sentiment des peuples en dehors de l'Europe, et notamment par exemple du peuple de la Méditerranée, ils se rappellent que ça fait combien d'années qu'on parle de l'intégration par exemple de la Turquie en Europe, qui donne aujourd'hui une vraie radicalité de la position à la fois de la Turquie et de l'Europe, les uns face aux autres. Enfin, si en 1980 et quelques, je ne me souviens plus la date exactement, mais je pense que ça fait, qu'on doit être déjà en 1987, ma note me le dit, 12 ans. On a mis 12 ans pour discuter. On s'est arrêté et on en est toujours au même point, voire maintenant avec des positions radicales qui servent Erdogan sur sa radicalité. C'est une offense au peuple, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas les gouvernements. En même temps, attention aux décisions qu'on prend, parce qu'on sait très bien que c'est d'abord le Conseil et c'est d'abord les gouvernements qui font les politiques. Vous voyez, quand le Parlement européen met son veto sur le mécanisme d'état de droit en disant aux Polonais et aux Roumains, au gouvernement, pas au peuple, gouvernement, qu'il faut respecter l'état de droit, parce que c'est comme ça aussi une valeur de communauté de destin qu'est l'Europe, ça reste une grande avancée pour le Parlement européen et pour autant une grande avancée pour les Roumains et les Polonais. Donc faisons attention aussi. Que serait l'Europe sans l'Afrique du Nord? Que serait la France sans le Maghreb? C'est pas une question que je me pose, parce que ça n'existe pas, en fait. Donc, la France et le Maghreb, c'est une histoire tellement longue et une histoire, je vous l'ai dit, de communauté de destin, que je ne me la pose pas. La France sans le Maghreb sans la France, ça n'existe pas. Donc maintenant, aujourd'hui, à nous de trouver les modalités qui soient apaisées. Elles sont apaisées sur les peuples, je le rappelle. Elles sont apaisées sur les territoires. Et donc maintenant, on a donné des signes finalement, de mettre en place ce que nous disons, nous, dans le Sud, une communauté de destin qui soit basée pas sur uniquement de la culture, mais honnêtement avec de la diplomatie active et réactive à l'échelle des peuples et pas forcément à l'échelle des États. Noura Mebarak, vous êtes à votre premier mandat, vous êtes depuis un peu moins d'1 an députée européenne, la toute dernière arrivée ici. C'est ça. Vous faites déjà un travail formidable. J'aimerais tellement vous recevoir à d'autres moments parce que je sais que vous faites et vous dites beaucoup de choses qui intéressent l'autre côté de la Méditerranée. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci. Merci, à bientôt alors. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.